Eh ben, on vous laisse la parole et puis on essaye de… 1 heure, ça vous ira? 1h15, c'est bon? Ou Oui, 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 oui. 15, vers 16h15, je reviendrai vers vous si jamais on est très en retard, mais sinon, on vous laisse dérouler tranquillement. Voilà, très bien. Je me suis mis sur ma page d'introduction. Alors, très bien. Bon, déjà, je suis super heureux de vous parler, tout simplement parce que vous l'avez peut-être vu par mon nom. Je suis originaire, alors je suis né en Bourgogne, à Gevrey-Chambertin pour être exact, mais je suis plutôt originaire de votre grande région puisque ma famille vient de Haute-Marne. Et donc, je suis très content de parler devant votre groupe qui est déjà très actif, je peux le constater. Donc, en gros, j'ai un background très rapidement. Je suis docteur ingénieur des mines et j'ai bossé depuis 20 ans dans un bureau d'études spécialisé dans le solaire qui s'appelle Texol. Et là, maintenant, depuis quelques mois, j'ai rejoint un autre bureau d'études qui s'appelle Planaire. Mais en gros, je suis militant négawatt depuis le milieu des années 2000. Et en fait, je suis très content que nos idées avancent de plus en plus vite et notamment nous permettent de vous présenter quelque chose qui est de plus en plus repris. Voilà, ça c'est vraiment un élément qui me paraît très important en introduction puisque vous l'avez accompagné sans doute. J'ai vu qu'il y avait une présentation de la version 2017 qui avait été faite il y a quelques temps. Chaque session nous permet d'être de plus en plus convaincants et de plus en plus écoutés et reconnus. Voilà, donc sans plus attendre, je vais vous présenter ce scénario avec vraiment cette dualité transition énergétique au cœur d'une transition sociétale. Et vous verrez que c'est bien au-delà de mégawattheures et de kilowatts. Vous verrez que ça a beaucoup plus d'implications. Alors, qui sommes-nous? En gros, Négawatt, c'est un triptyque. Au-delà du message, c'est également un triptyque organisationnel. C'est l'association qui a été créée en 2001, qui a plus de 1500 adhérents actuellement. Donc, je vous invite à la rejoindre si vous êtes intéressé. C'est vraiment totalement libre. C'est un institut qui permet de faire de l'accompagnement des acteurs de terrain avec toute une série d'activités qui sont essentiellement basées autour de la formation et de l'accompagnement. Et enfin, là aussi, vous le connaissez peut-être de nom, c'est carrément une entreprise qui a été créée en 2017 parce que beaucoup de gens des négawatts s'étaient rendus compte que, à force de conseiller, c'était aussi pas mal de proposer de faire, donc d'organiser la réalisation, donc sur la rénovation performante des maisons individuelles. Voilà, donc ça, c'est une trentaine de salariés. C'est à la dernière assemblée générale, c'est une croissance assez exponentielle parce que absolument dans l'air du temps. Alors, on bascule directement dans le vif du sujet avec le contexte. Alors là aussi, je pense que j'ai un peu vu votre profil, on m'a un peu décrit qui allait rejoindre aujourd'hui. Je n'ai pas besoin de rester très longtemps sur cette diapo qui est absolument sidérante et qui montre l'évolution de la concentration du CO2 dans l'atmosphère et qui montre, renforcée par les travaux récents du GIEC, qu'il y a absolument urgence de faire quelque chose. Ce n'est pas nouveau non plus, et ce n'est pas uniquement des gens qui ont notre sensibilité qui ont amené ce message. Et dès 2012, on avait déjà la publication phare de l'AIE, qui s'appelle World Energy Outlook, qui montrait que, mis à part un déploiement de solutions un petit peu douteuses de captage et de stockage de carbone, il y avait un vrai problème à 2050. Donc, c'est une urgence qui a déjà été dite, présentée, confirmée, analysée, mais qui maintenant s'avère très pratico-pratique. Alors, bien sûr, je ne vais pas passer beaucoup de temps dessus parce que ce n'est pas l'objectif d'aujourd'hui, mais on a actuellement on a toute une campagne un petit peu médiatique sur le fait que le nucléaire allait remplacer beaucoup de choses, allait permettre de sauver beaucoup de choses. Et c'est juste pour vous montrer un petit peu de remettre les choses dans leur place, le fait que en fait, cette énergie ne représente que 3% de la consommation d'énergie finale dans le monde et qu'on a quand même, bien entendu, une part qui est prise dans le mix. On verra ce qu'on lui donne dans le scénario, mais que ce n'est pas la solution idéale et qu'elle présente quand même pas mal de choses qui sont un petit peu gênante si on veut la déployer à grande échelle, notamment sur ses limites physiques, économiques, son irréversibilité et bien sûr la notion de risque. Voilà, mais c'est pas vraiment, j'ai pas envie d'être vraiment sur ce propos. Je vais plutôt me porter sur les raisons d'agir et la multiplicité que l'on voit ici
et qui se résume par le mot de droite, alors de l'écran, bien sûr, qui est le terme très à la mode de résilience. Mais on l'utilisait déjà bien avant qu'il devienne à la mode. C'est qu'en gros, en fait, on a beaucoup de facteurs liés au changement climatique, liés à des crises géopolitiques. Alors ça, c'est encore plus vrai depuis quelques mois qu'il y a quelques années. C'est également des éléments, et je pense qu'on va vraiment insister dessus, le dernier item, et j'ai vu que ça faisait très écho dans votre région, un peu comme partout en France, mais ayant une charge de chauffage relativement importante par rapport à d'autres régions, c'est d'autant plus exacerbé cette notion de précarité énergétique. Cette approche du scénario négawatt, en fait, elle est entre urgence écologique et sociétale d'un côté et résistance multiple de l'action de l'autre plus que jamais, parce qu'on a besoin d'avoir un chemin, d'avoir un objectif, des moyens. Et pour cela, en fait, on part d'une analyse technique, concrète, opérationnelle, collective, avec des enjeux et des solutions. Je vous rappelle que Negawatt, qui a été créé en 2001, était un groupe au départ de techniciens, d'ingénieurs. Donc à chaque fois, on a toujours cet ADN sur lequel on propose des solutions, des tendances, des choix, mais sur une base technique assez fournie. L'idée aussi, c'est qu'au-delà du scénario, il y ait cette logique de transition. C'est qu'en gros, toute accélération, tout changement rapide amène des problèmes. Donc, il y a vraiment cette logique d'étaler, de réfléchir pour que la transition soit admissible. Voilà. Et on parle aussi de ligne de crête parce qu'on se rend très bien compte que entre les impératifs sociaux, les impératifs techniques, les impératifs économiques, un scénario n'est pas simple. Voilà. Un exemple que je ne reciterai pas pendant ma présentation, c'est que depuis le scénario Negawatt de 2017, on a eu de manière assez concrète et pragmatique un prolongement de la date à partir de laquelle la France ne fera plus appel ou diminuera très considérablement son recours à l'énergie nucléaire. Voilà. C'est justement cette ligne de crête qui a permis de montrer, par rapport aux dernières informations, un petit peu une évolution de notre scénario. Voilà, donc c'est un scénario technique qui part sur des valeurs, on le verra, sur bien sûr notre triptyque que je vais rappeler, sur une proposition d'action. Et donc, vous retrouverez en détail, si certaines n'ont pas été assez décrites par mes soins aujourd'hui, sur le site de Negawatt, qui a fait d'énormes progrès pour ceux qui étaient allés il y a quelques années. Dans la partie opérationnelle, dans les actions à mener, on a fait aussi pas mal de progrès pour aller au-delà simplement du constat et puis de chiffres théoriques. Et enfin, à travers une matrice intégrée qui reprend les objectifs des Nations Unies, tout simplement. C'est-à-dire qu'on s'est calé aussi pour être, ce qu'on dit en anglais, compliant, pour être en écho vraiment de la logique d'organisation des objectifs au niveau international. Alors, la démarche Negawatt, on rentre dans le vif du sujet. Vous verrez que je ne vais pas directement, encore une fois, vous parler de gigatonnes ou de mégawatts installés, mais je vais surtout insister sur une première chose. On a une trilogie. Sobriété, efficacité, renouvelable. Elle est bigrement d'actualité, puisque pendant très longtemps, on a parlé de renouvelables, mais en fait, quand on voit les épisodes récents et le gros problème énergétique auquel on doit faire face, notamment par rapport à l'épuisement des budgets des collectivités pour le chauffage, qui, en gros, de par mon boulot d'ingénieur dans le bureau d'études, je constate tous les jours que beaucoup de collectivités me disent au 31 mai, on avait utilisé tout notre budget, et ben en fait, il va falloir consommer moins. Et donc, là où ce scénario paraissait un petit peu comme saugrenu, où la logique Negawatt, elle est bigrement d'actualité, notamment en termes de sobriété et ou d'efficacité. Donc, pour faire simple, on a une logique où on part de l'intelligence de l'usage de l'énergie au niveau de la sobriété. On réfléchit aussi à l'intelligence sur les équipements, et là, on parle d'efficacité. Et enfin, on parle d'intelligence sur la ressource. Ici, c'est un petit peu une façon de filer une métaphore sur l'intelligence, mais au final, on revient à ça. On réduit l'assiette, on la gère beaucoup mieux, et enfin, on apporte
une production la plus propre possible pour faire face aux reliquats de demande d'énergie qui ne pourra pas être adressé différemment. Alors, le scénario, en fait, on voit qu'on hiérarchise les solutions. Sur les actions en priorité sur la demande, sur l'utilisation des énergies de flux et non de stock. Et enfin, en fait, on essaye d'être le plus réaliste possible au niveau technologique et économique. Vous verrez dans le scénario, et je pourrais répondre à vos questions, l'essentiel des solutions qui ont été déployées pour atteindre les objectifs à 2050, en fait, sont des solutions matures, au sens Agence internationale de l'énergie ou équivalent. C'est-à-dire qu'en gros, elles ne présentent pas d'incertitude technologique majeure. Et en cela, c'est pour ça que, typiquement, on est relativement raisonnable ou, pour certains, peut-être un peu frileux sur des solutions hydrogène, parce que sur certaines applications, sur certaines mises en œuvre, on a encore des doutes relativement importants. Et je l'étayerai par le fait que, alors je ne l'ai pas dit, mais personnellement, si vous voyez un petit peu vous intéresser à mon parcours et à mes différentes fonctions, je préside le programme de l'Agence internationale de l'énergie sur le photovoltaïque. Et donc, par ce biais, j'ai accès à pas mal de, on va dire, tout ce qui est le volet innovation. Et donc, on a pris ce parti pris parmi les experts de Négawatt de rester dans quelque chose qui présente assez peu de risques technologiques. Voilà. Et enfin, un développement soutenable, c'est tout simplement réduire les impacts et puis léguer des bienfaits des rentes aux générations futures plutôt que des fardeaux et des dettes. Voilà. Pour terminer cette diapo, je dirais que le travail est relativement précis. Les fameux scénaristes Négawatt sont maintenant quand même à la fois expérimentés et ont beaucoup de sources d'infos. C'est aussi ça à noter, c'est qu'année après année, on étoffe notre expertise et surtout, c'est un travail collectif. Alors, on embraye sur un nouveau regard sur nos besoins. Alors, bien entendu, ce n'est pas normatif ce que je vais vous présenter, mais ça permet de s'interroger sur les besoins. Et surtout les besoins liés aux échelles de valeur à définir. Et là, j'aime bien présenter, ou on aime bien au sein de l'équipe des ambassadeurs présenter ça. C'est tout simplement, est-ce que cette diapo, qui est une invitation au déplacement très court, pas cher, pour un week-end par avion, est-ce que c'est, voilà, où est-ce qu'on le classe? Donc, c'est des vrais débats de société à avoir. D'autant que j'ai entendu récemment que, contrairement à d'autres usages, c'est vrai que l'avion avait pour une bonne partie encore une ouverture démocratique un petit peu trompeuse. C'est-à-dire que beaucoup de personnes étaient amenées à pouvoir faire un voyage en avion à travers ces possibilités, mais qui étaient au final, on va dire, très, très impactantes sur le bilan CO2 de chacun de nous. Alors, bien entendu, on peut agir à travers différentes solutions, des obligations, des incitations, ou voire carrément la dissuasion et l'interdiction. Donc ça, c'est un vrai sujet qui peut être échangé, débattu. C'est comment agit-on pour un petit peu convaincre et amener des prises de choix. Alors, je suis allé un petit peu vite, mais un exemple de questionnement sur sobriété ou ébriété énergétique, on a de plus en plus, alors ça n'a pas été pris en France, mais on a de plus en plus de loisirs et de sports, notamment des urbains qui sont orientés vers le fitness, le crossfit, toute autre application. Et là, on a une vision absolument caricaturale sur en fait des contradictions entre les objectifs et les usages. Et là, c'est toujours pareil, c'est une prise de recul qui est nécessaire. Et je pense que vous êtes parmi l'auditoire une bonne partie à être tout à fait dans cette démarche on va dire, de lanceur d'alerte, toute proportion gardée. On a, dans la sobriété, en fait, on a identifié en fait trois sobriétés. La sobriété dimensionnelle, alors elle est énorme, hein. En fait, c'est tout simplement, est-on usager ou utilisateurs de services, de biens, d'équipements qui sont à la juste taille. Et là, la photo à gauche représente en fait une photo qui a été prise non pas à Los Angeles ou même à Paris, mais elle est à Grenoble. Vous voyez, Grenoble, ville quand même plutôt connue pour être
voilà, dans la bonne voie, en fait, c'est tout simplement 2 véhicules électriques qui ont 2 dimensionnements radicalement différents. Ça peut éventuellement transporter les mêmes personnes du même point vers le même autre, mais avec des usages complètement différents. On a la deuxième sobriété qui est la sobriété d'usage. Donc, c'est tout simplement non pas que la taille, hein, ni le dimensionnement, mais également l'usage, la durée, le niveau d'utilisation. Ça, c'est quelque chose qui est un petit peu plus connu, mais qui, pendant très longtemps, a été considéré comme secondaire et un petit peu inutile. Et j'attire votre attention sur une démarche qu'a proposée Négawatt depuis de nombreuses années et qui, enfin, je pense, va sans doute sortir parce qu'elle était vraiment dans le débat public il y a encore quelques semaines. Survivra-t-elle à nos récents événements électoraux? C'est la vitesse sur autoroute. Tout simplement, Négawatt, je vous invite à aller regarder un papier qu'on a fait sur le site, montre que très rapidement, en passant de 130 à 110, sur un parcours moyen, on diminue de 8 à 10% la consommation de carburant. Et justement, c'est quasiment, de ma mémoire, à peu près la moitié de l'effort qu'on devrait faire sur, on va dire, la désintoxication au pétrole et gaz russe, on va dire, dans cette période de crise. Donc, on voit que simplement en agissant sur, on va dire, une perte de quelques minutes sur un trajet, on aurait, à l'échelle du pays, un énorme bras de levier sur la consommation de carburant. La température de chauffage et, je rajouterais, de climatisation sont à peu près du même ordre de grandeur. Bien entendu, dans le scénario Négawatt, on lie ça après à l'efficacité et à la prise en compte de la précarité, puisque bien entendu, par rapport à des logiques plus techniques, un logement qui est extrêmement mal isolé, en fait, même si, on va dire, la température de chauffage pourrait être adaptée à une température réglementaire, elle ne l'est pas dans les faits, puisque on a des effets on va dire, de parois froides. Hein, je ne vais pas rentrer trop dans les techniques, mais il y a cette dimension quand même que globalement, on peut jouer aussi sur la quantification des usages. En résumé, la consommation d'un logement, elle est fonction de sa surface, de sa température, et la sobriété dimensionnelle, c'est le juste dimensionnement. La sobriété d'usage, c'est la bonne utilisation. Alors, bien entendu, quand on est habitué à certaines choses, forcément, il doit y avoir souvent une conviction, la capacité de montrer que c'est efficace et que ça peut permettre de faire des choses qui ont un impact, et donc montrer, par exemple, que ça génère une différence de consommation de 7 à 20%. Donc, quand l'énergie est chère, forcément, c'est d'autant plus convaincant. Voilà. En résumé, pour une automobile, ça dépendant de son poids et de sa fonction, de son poids et de sa vitesse, puisque l'énergie consommée, c'est masse fois vitesse, plus ou moins. Et donc, c'est la sobriété d'usage ici, avec la bonne utilisation qui concerne la vitesse. Et puis, c'est avoir une voiture qui est adaptée en termes de poids à juste ce que l'on doit en faire. Voilà. Et puis, la dernière sobriété, qui, là aussi, je pense, fera écho auprès de vous, mais qui c'est peut-être celle qui a le plus de mal dans notre société assez, on va dire, égocentrée, c'est l'organisation collective du territoire et de l'urbanisme et la mutualisation. Donc là aussi, moi, je suis extrêmement content. Je suis papa de jeunes ados qui, en fait, ont beaucoup moins d'attachement, et ça, moi, c'est quelque chose que je constate, que nous-mêmes, et les générations un peu plus âgées, j'ai 45 ans, sur la propriété d'un véhicule. En fait, et là, moi, je suis assez optimiste. C'est-à-dire que nos enfants et nos petits-enfants auront beaucoup moins d'attachement à être propriétaires systématiquement. C'est beaucoup moins un signe de réussite sociale, j'ai envie de dire. Et donc, c'est plus maintenant une logique d'utilisation, d'utilitaire. Donc, dans un milieu rural, on en a besoin. Dans un milieu urbain, on en a moins besoin. Et donc, la logique de partage va sans doute se développer. Peut-être moins vite que prévu, mais voilà. Une dernière chose qui est beaucoup plus sujet à discussion même au sein des négawatts, mais qui quand même on voit un graphe, hein, quand même on ne peut pas se masquer derrière la gastronomie et puis les tellement bons produits que vous développez dans votre si belle région.
je ne passerai pas plus de temps dessus, mais vous voyez de quoi je parle. C'est en fait l'impact des régimes alimentaires. On voit qu'on est sur un facteur, notamment vis-à-vis de la consommation de viande, entre un flexitarien, alors je ne vais pas trop m'étendre sur la logique, mais et un gros consommateur, on a quand même un impact en kilogrammes de CO2 par adulte et par an qui est quand même important, voire très important. Les 4 efficacités, là aussi, je vais essayer de passer un petit peu vite. L'efficacité de la construction, donc tout simplement la logique d'énergie grise, l'ultra-utilité confirmée de plus en plus et la maîtrise de meilleur en meilleur de la technologie de construction bois qui permet d'être assez impactante. L'efficacité de l'utilisation, donc là aussi, en ayant une très belle politique d'isolation des logements, en fait, on va diminuer l'énergie utile au-delà de l'énergie grise. Et enfin, ce qu'on y met dedans, l'efficacité d'appareillage. Donc là aussi, on est assez optimiste, les choses avancent. Mais ce qu'il ne faut jamais oublier, et ça c'est assez négawatt, c'est qu'un équipement neuf qui certes est plus intéressant et plus rentable en termes d'efficacité, devra être toujours comparé à la préservation d'un équipement ancien, si celui-ci peut être réparable et si celui-ci a un rendement qui est déjà pas trop mauvais. Donc, c'est une règle importante, c'est que l'essentiel de l'empreinte carbone d'un outil, d'un appareillage, c'est avant tout sa fabrication. Il ne faut jamais oublier ça. Donc, c'est toujours le compromis. Et là, on est de plus en plus précis dans ces aspects techniques sur l'efficacité d'appareillage versus l'efficacité quand on la construit. Et là, on parle du logement, je pense, de manière globale, mais ça vaut aussi pas mal sur d'autres appareils. Voilà, donc on a ces 4 efficacités qui représentent souvent, à travers les nouveaux labels, un super outil d'information pour se décider et un outil vertueux. Ça fait quoi ce que je viens un petit peu de vous dire, hein. On connaît mieux, on va dire, la carte d'identité à la fois d'une maison, d'un appareil, d'une chaudière, de plein de choses, d'un ordinateur. Voilà. Voilà. Donc, on a ici notamment un exemple type des progrès qui ont été accomplis sur, on va dire, la carte d'identité d'une machine à laver. Vous voyez que ça a pas mal progressé parce qu'on utilise de moins en moins d'énergie et d'eau. Et donc, voilà, c'est pour donner un petit peu une lueur d'optimisme, même s'il y a encore du boulot à faire. Donc, pour résumer, on a ces 4 efficacités: construction, utilisation, appareillage et efficacité du système productif. Ça, c'est un petit peu aussi une extension qui se tourne vraiment elle-même pour l'énergie pour elle-même, qui concerne, on va dire, l'efficacité de la conversion d'énergie. Et typiquement, un exemple récent, c'est la COGE qui, voilà, c'est pas un concept très récent, mais qui maintenant est au stade vraiment de maturité avancée. Voilà, donc quand on a vu la sobriété, l'efficacité, il nous reste bien entendu les énergies renouvelables, sur lesquelles je suis très à l'aise parce que c'est mon cœur d'expertise. Et une seule diapo suffit, je pense, pour montrer l'ultra-évidence du recours aux énergies renouvelables. C'est tout simplement que en fait, la Terre reçoit en 1 heure la quantité d'énergie consommée en 1 an. Donc, je vous laisse calculer le nombre d'heures par an et vous voyez qu'on en est largement en fait, à un 10 millième minimum. Et donc, vous voyez qu'on est tout à fait vraisemblable, puisque je vous rappelle que, on va dire, l'énergie solaire qui est reçue sur la Terre, c'est à la fois l'énergie qui alimente les panneaux photovoltaïques, qui, je vois avec bonheur, ça commence à monter en puissance dans votre belle région, mais c'est également le moteur indirect de l'éolien. C'est également le moteur direct du préchauffage d'eau chaude par solaire thermique. Donc, c'est vraiment quelque chose de fondamental et qui nous entourera et qui nous entoure déjà pas mal. Alors, on bascule dans le scénario négawatt. J'espère que je ne suis pas trop en retard. J'avance, j'essaie assez vite. On me dit en régie si je vais trop lentement. Pour l'instant, on est à une demi-heure, donc il vous reste 3/4 d'heure. Bon, j'ai largement de quoi faire, parce que j'aimerais vraiment beaucoup me confronter à vos questions. Alors, vous avez déjà le bilan énergétique de l'année 2015, qui sert un petit peu de référence et qui montre que, en fait, on est sur une ultra-majorité
d'énergie en fait utile à gauche, utilisée plutôt à gauche pour fabriquer nos besoins, qui est soit marron, soit violette, et qui laisse très très peu de place aux énergies renouvelables, que vous voyez en bas en vert. Et on voit que déjà, quand même, malgré tout, il y a un potentiel énorme puisque, et c'est un détail qui est important, les énergies renouvelables sont présentes, certes finement, mais dans tous les secteurs. Donc, on voit que c'est juste une question de massification, mais globalement, dans l'esprit, en fait, on est prêt déjà depuis 2015 à être présent un peu partout, sur la chaleur, sur l'élec, sur les transports, sur l'industrie, sur beaucoup de choses. Voilà. Le bilan énergétique en 2019, qui représente à ce moment-là aussi une autre vision de l'année de référence, sur lequel, en fait, on a toujours pareil, un très, très grand nombre d'importations sur ce graphe-là de Sankey, vous voyez en haut à gauche. Les renouvelables ayant commencé à prendre un petit peu plus d'ampleur. Alors, bon, certes, c'est aussi une façon de présenter les choses, mais avec quand même toujours une écrasante majorité de la ressource fournie à la fois en pétrole, en gaz et en uranium pour faire du nucléaire. Alors, petit clin d'œil sur la proportion en 2019 de la géothermie profonde et de la chaleur environnementale, ce qui inclut quand même de manière assez importante, enfin une grosse proportion de la chaleur environnementale concerne finalement la géothermie de surface et tout ce qui est, on va dire, énergie puisée dans l'extérieur et remontée en utilisabilité par une pompe à chaleur. On voit ici quelles sont les valeurs mesurées. Et je fais un petit écho parce que comme aujourd'hui, j'avais un angle de présentation, on me demandait et quid de la géothermie dans le scénario négawatt. Et donc, du coup, vous verrez que c'est un petit peu, on n'en parle pas assez au goût de certains, mais vous verrez quand même qu'il y a une partie, il y a un estimatif qui est présenté. Alors, justement, quand on regarde maintenant le scénario négawatt à 2050, et donc les diapos suivantes vont servir à expliquer pourquoi et comment on arrive à tout ça. Vous voyez que c'est beaucoup plus réparti, c'est beaucoup plus résilient. On a beaucoup plus, vous voyez, la partie énergie renouvelable avec toutes ces déclinaisons, elle prend le pas, elle devient énorme. J'espère que c'est assez visuel, même si c'est quand même un graphique qui est très, très fourni. Et vous voyez que finalement, la partie charbon, pétrole et gaz fossile, en 2050, puisque c'est la date à laquelle les dernières centrales nucléaires selon le scénario auront été arrêtées, on a vraiment une toute petite partie résiduelle de ces énergies qui dictent notre quotidien encore actuellement. Donc, je vais vous montrer comment on fait. Et dans ce scénario, on voit que la géothermie profonde, elle a été multipliée par 6 et la géothermie environnementale, elle a été multipliée par plus de 10. Voilà, donc c'est pour renvoyer au fait que sur la géothermie, sa part va être relativement importante. Et je n'ai pas la déclinaison régionale de scénario, mais bien entendu, je pense qu'en région Grand Est, vous prenez la part du lion sur ces deux éléments, et notamment sur la partie géothermie profonde. Voilà. Alors, une fois qu'on a montré ça, c'est un petit peu, voilà, on annonce, mais il y a trop d'informations et ça peut tuer l'information. Je vais revenir sur les fondamentaux du scénario. Donc, hiérarchisation des solutions, réalisme technologique et développement soutenable. Alors, comment on va là-dessus? En fait, on va sur un scénario négawatt qui porte sur la transition énergétique. On va également sur un scénario négamat sur l'évolution possible des consommations et des matériaux, en ayant une logique d'approche en empreinte carbone. Et on va sur le scénario after également, donc 3 types de périmètres d'analyse qui se portent sur le stock et sur l'évolution des consommations des produits agricoles. Alors oui, on s'est vraiment étoffé parce que certes, de connaître l'évolution des consommations en kilowattheures, c'est bien, mais de les faire correspondre aussi à qu'est-ce qu'on veut utiliser, c'est également très, très, très important. Voilà. Alors, j'enchaîne directement sur le premier poste, on va dire, d'analyse de notre scénario, qui est le bâtiment.
Alors, le bâtiment, là aussi, je vais assez vite, je pense que vous êtes bien sensibilisés, c'est 40% de la consommation totale d'énergie, dont la majorité, c'est de la chaleur, et il y a quand même un peu d'électricité spécifique. Alors, le chauffage des maisons individuelles avant 75, c'était près d'un tiers de la consommation d'énergie finale du résidentiel. Et on considère quand même qu'à 2050, le parc immobilier sera déjà essentiellement construit. Donc, l'objectif, c'est avant tout, fort de ces deux constats, c'est avant tout rénover, rénover, rénover. 30 millions de logements, 900 millions de mètres carrés de surface tertiaire et bien entendu, vous avez sans doute déjà entendu un message négawatt, c'est il ne faut absolument pas faire les choses à moitié. Alors, bien entendu, on a déjà, on va le voir, un certain nombre de preuves que ça marche, mais on va le voir aussi, on n'est vraiment pas du tout au bon rythme. Donc, le scénario négawatt montre l'impérieuse obligation d'accélérer très vite ces rénovations complètes et performantes. Alors, comment ça se traduit? En fait, quand on est sur une moyenne de bâtiments existants, si on veut être vraiment efficace, on doit au moins réduire de 65% les besoins. Parce que sans ça, en fait, si on ne fait pas ce bout du chemin dans la réno, on aura beau déployer beaucoup de production renouvelable, on n'y arrivera pas. Donc, c'est pour l'instant un rendez-vous qui est un peu raté. On va le voir à la diapo suivante. Mais il y a absolument obligation de bien au moins diviser par 2 la consommation énergétique d'un bâtiment qu'on va amener, entre guillemets, à être rénové. Donc, c'est vraiment le message essentiel de notre scénario et puis de vraiment notre message, notre plaidoyer. Et vous voyez ici quelque chose d'assez criant. C'est que vous avez les projections SNBC, et là, on a tout simplement, jusqu'à 2020, les vrais chiffres des statistiques de l'Observatoire BBC, qui est un compteur simplement, enfin un compteur au sens comptabilisateur, et donc on voit qu'on n'est pas du tout à la bonne vitesse. Donc, l'objectif, notamment de Négawatt, c'est de faire ça. C'est à partir de 2020, c'est de mettre en place, grâce, on va dire, à une prise de conscience et par rapport aussi à la mise en place de mécanismes de financement, de formation, vraiment de toute une armée de solutions, de passer de 33 000, parce que c'était les chiffres récents, à 800 000 logements rénovés, mais de manière réelle, comme je l'ai un peu indiqué, et performant, en 2030. Et vous voyez qu'en 2030, en fait, on aurait un rythme de croisière, on aurait vraiment des équipes capables de le faire, parce qu'on sait tous que c'est un des problèmes majeurs également, c'est la capacité des professionnels de prendre à bras-le-corps cet énorme, on va dire, regain d'activité pour aller jusqu'à 2050. Et c'est seulement en ayant ce rythme et cette trajectoire, vous voyez, qui est quand même assez abrupte, que l'on pourra atteindre les objectifs de neutralité à 2050. Voilà, les mesures prioritaires, c'est l'obligation de rénovation performante et c'est une formation renforcée. Alors, on a pris un exemple de chez vous et je ne mens pas, c'est l'exemple que l'on prend dans nos présentations nationales. Donc là, il faut rendre à César ce qui est à César. Peut-être que ce bâtiment, je ne connais pas très bien, il a peut-être d'autres défauts, il a peut-être d'autres caractéristiques, mais en fait, la réduction de consommation d'électricité spécifique a été de l'ordre de 65% lors de sa rénovation et on a eu 35% de baisse de tous les besoins liés à l'informatique. Donc, c'était une belle réussite. Je ne sais pas exactement en quelle année ça a été fait, mais on peut, sur un bâtiment quand même, somme toute, assez fréquent, on a quand même pas mal de ce type de bâtiments en France, on a d'importantes économies d'électricité qui sont assez facilement accessibles. Et donc, du coup, tout ça ayant un temps de retour de moins de 3 ans. Simplement, il y avait une entité experte qui l'a diagnostiqué, il y a des équipes expertes qui l'ont pris en charge, et il y a au final, je pense, un maître d'ouvrage qui voulait le faire. Voilà, on a également un exemple de rénovation performante ici sur vraiment une action sur le bâti avec vraiment un gros levier sur les consommations de chauffage et d'eau chaude.
parce que on a travaillé l'isolation, on a mis en place une double flux, on a remplacé les fenêtres et on a géré à la fois les ponts thermiques, l'étanchéité. Et pour finir, mais vraiment pour finir, on a agi sur le convertisseur d'énergie, producteur de chauffage et d'eau chaude. Divisé par 6, la facture de chauffage avec un temps de retour de l'ordre de 20 à 25 ans. Et donc ça, c'est toujours un point très intéressant. Là aussi, dans mon métier, donc en l'occurrence le photovoltaïque, quand on parle de temps de retour de 20 à 25 ans, là aussi, la population à laquelle on s'adresse n'a pas les bons repères. Donc, je ne m'étendrai pas trop là-dessus, mais un temps de retour de 20 à 25 ans sur un bien qui dure largement aussi longtemps, voire le double, ce n'est pas du tout un problème. C'est juste une question de confiance en la technologie et ou en fait, au progrès accompli lors de la rénovation. Voilà. Alors, on bascule maintenant sur le deuxième poste, la mobilité. Et là, dans la mobilité, le scénario Négawatt, en fait, est très concret. En fait, il prend un peu les choses dans l'ordre. Hein. Il regarde quelles sont les consommations d'énergie par type d'utilisation. On voit que c'est quand même en France le premier secteur d'émissions de gaz à effet de serre. On a des déplacements qui sont fortement dépendants du pétrole. On a un aménagement du territoire qui favorise le trafic routier. Et, alors bien entendu, vous voyez que ce n'est pas non plus le premier poste. Les véhicules motorisés sont devant, mais c'est quand même une tendance, une explosion du trafic aérien qui a été multiplié par 2 en 20 ans. Et enfin, un effondrement du fret ferroviaire qui a été divisé par 2 entre 2000 et 2010 et qui a vraiment stagné depuis lors. Alors du coup, pour ça, en fait, on regarde un petit peu quels sont les ordres de grandeur. Donc, on fait appel à des belles publications du commissariat général au développement durable et on voit que en fait, une motorisation essence consomme 260 grammes équivalent CO2 en moyenne, parce que bien entendu, ce n'est pas que les chiffres qui sont plaqués sur les formulaires de vente des véhicules. Hein. On est ici sur des vraies mesures incluant beaucoup de choses. Et bien sûr, l'avion qui est le champion absolu. Alors qu'un kilomètre en TGV est 80 fois moins émetteur qu'un kilomètre en avion ou 70 qu'un kilomètre en voiture. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on développe? Qu'est-ce qu'on propose et qu'est-ce qu'on modélise dans le scénario Négawatt? C'est avant tout la multimodalité. Et ça, je sais que dans les grandes villes de votre grande région, que j'ai déjà parcouru, utilisé, vous avez quand même déjà des très bonnes, on va dire, infrastructures allant dans ce sens. Même si vous me répondrez toujours tout est perfectible, mais c'est exactement ça qu'on montre à l'échelle nationale, parce que dans des pays plus, dans des régions plus dans le sud, on n'a pas cette même richesse. Tram, train interurbain, TER, vélo, mobilité douce, voie piétonne, et puis aménagement surtout du milieu urbain là-dessus. Donc, c'est vraiment un levier qu'on a essayé de quantifier. C'est les progrès que ferait notre population. Je vous rappelle qu'elle va se s'urbaniser de plus en plus, hein, même si ce sera moins peut-être que d'autres pays. Mais en France, on a une tendance à s'urbaniser. Et donc, le premier levier, c'est la baisse du trafic routier. En fait, seule l'électrification n'est pas possible ni suffisante. Donc, ça aussi, on est assez, réaliste au sein du scénario Négawatt. Et on agit sur d'autres leviers que uniquement électrifier les transports. C'est la réduction des déplacements contraints et des tonnages transportés. C'est un retour vers d'autres modes de transport et c'est une augmentation des taux d'occupation et de remplissage. Avec 2 mesures prioritaires, investir massivement dans les alternatives au transport routier et puis instaurer une redevance kilométrique sur le fret routier. Alors, bien entendu, on sait que ce n'est pas indolore et que ça doit être accompagné de mesures compensatoires. Ne refaisons pas les mêmes bêtises qu'il y a quelques années, mais c'est vraiment l'esprit. C'est qu'en fait, il soit de moins en moins intéressant à utiliser le transport routier. Voilà. Du coup, deuxième levier, c'est le transport aérien qui aurait toute tendance à basculer vers du transport ferroviaire, notamment à l'échelle des transports internationaux, enfin, à l'intérieur de notre beau pays. Et donc, avec une logique, vous voyez, ça, c'est la tendance. Donc, vous voyez que le transport aérien, malheureusement, est en pleine explosion. Il a plus que doublé en 25 ans.
alors que c'est le plus polluant. Et donc, nous, on propose dans notre scénario, vous voyez, qu'il y ait… Alors, on a pris en compte, bien sûr, le trou Covid, ce qu'on appelle, mais vous voyez quand même qu'il repart de plus belle. Et donc, à partir de 2023-2024, on propose vraiment qu'il y ait un croisement des courbes et qu'on soit dans une logique vraiment où il y ait beaucoup plus intérêt à passer par un transport en train que par un transport aérien. Là, le transport en voiture étant plutôt dans une baisse tendancielle liée en fait à des logiques de surcoûts relativement importants et finalement de moins bonne efficacité. Alors, le troisième levier, c'est de basculer vers des véhicules électriques, bien sûr, mais pas que. Vous voyez que dans notre mixte, on a, on va dire, un rééquilibrage qui est quand même relativement salvateur, on trouve. C'est-à-dire qu'on est, bien entendu, quasiment plus de motorisation thermique classique, voire plus du tout, mais que, en fait, on ne soit pas que sur du tout électrique, qu'on ait une logique d'hybride rechargeable. On voit avec une proportion naissante ou de plus en plus grandissante de bio-GNV, et puis une petite partie aussi motorisée sur l'hydrogène, qu'on va concentrer avant tout sur des transports relativement à usage ultra fréquent. Donc, des flottes, par exemple, de taxis, des voitures qui sont vraiment très, très utilisées. J'aime bien utiliser un exemple caricatural. Les flottes, par exemple, on va dire de surveillance, de patrouille, par exemple des autoroutes, c'est un petit peu provocateur ce que je vais dire, mais ont tout intérêt à rouler à l'hydrogène. Ce sont des véhicules qui font plus de 200 000 km par an. Et donc, voilà, c'est vraiment les usagers très, très fréquents qui permettent de rentabiliser l'investissement hydrogène. Et pour la motorisation poids lourd, pour 2050, on voit qu'on peut être un peu plus ambitieux, mais que la part de l'électrique sera sans doute pas au même niveau que les véhicules particuliers parce que d'autres contraintes. Voilà. Se pose la question, bien sûr, dans les transports et donc de l'électrification, y aura-t-il assez de ressources minières? Donc, la démarche suivie, c'est d'évaluer les réserves, c'est d'évaluer les quantités de matière consommées et puis de comparer ces deux évaluations. Dans le scénario Négawatt 2022, on voit qu'on va avoir des tensions sur le lithium, le cobalt et le cuivre, mais que ce n'est pas non plus rédhibitoire. Et donc, on a ajusté un petit peu que pour apprendre l'électrique par rapport à notre mix pour être compatible avec une surconsommation de ces composants qui soit réaliste avec ce que l'on peut représenter à l'échelle internationale. Voilà. Là, le lithium, sa consommation serait multipliée par près de 10 entre 2020 et 2050, mais la réserve n'est pas totalement atteinte grâce à un déploiement raisonné de la mobilité électrique, je le répète. Le recyclage aussi très poussé sur lequel voilà, on sent que en fait, plus la denrée va être rare et plus on va être amené, même si techniquement c'est déjà possible, à vraiment s'intéresser à son recyclage. J'enchaîne sur la réindustrialisation, alors qu'on a mis entre parenthèses comme vertueuse. Là, les choses sont relativement simples. J'aime bien ce schéma parce qu'il parle beaucoup plus que plein de discours. Dans l'industrie, déjà, en 2015, on était à 370 TWh de conso d'énergie. On voit qu'on a une logique de relocalisation. Alors, immédiatement, et ça c'est un argument des contradicteurs, c'est de dire vous allez augmenter votre consommation. Certes, oui, mais en fait, derrière, on a, c'est presque un peu politique, philosophique, on aura beaucoup mieux la maîtrise de l'énergie qu'on va utiliser. Donc, c'est un mal pour un énorme bien, vous voyez, puisque derrière, on enchaîne sur des logiques de sobriété. Donc là, la sobriété, elle est vraiment, j'ai envie de dire, dans le dimensionnement, plutôt qu'après dans l'usage, puisque dans l'industrie, c'est toujours un peu plus compliqué. Dans le recyclage et surtout dans l'intensité énergétique, c'est-à-dire les rendements des usages qu'on va pouvoir faire, ce qui nous amène à presque diviser par 2 la consommation énergétique de notre outil industriel qui aura été fortement relocalisé. Et ça, c'est vraiment un beau message d'espoir parce que c'est souvent quand on n'est pas dans le secteur, quand on ne modélise pas les choses de manière précise, que l'on dit de toute façon, c'est impossible. Hein, parce que vous voyez en petite lumière qui s'allume derrière, la réindustrialisation est fondamentale également pour l'emploi. Voilà, on divise par 2 les consos dans le secteur de l'industrie et des biens de consommation.
Réorientation des secteurs du passé, relocalisation et puis développement de filières d'avenir. Bien entendu, dans sobriété, je l'avais dit, durée de vie, réutilisation, recyclage, et puis amélioration des process, moteurs plus performants et électrification. Voilà, je bascule maintenant sur ce qui était, on va dire, la grosse part du scénario il y a encore quelques années, mais qui maintenant conserve toute sa force aussi. C'est le développement dans la production des énergies renouvelables et la fin des énergies fossiles et du nucléaire, qui, plus que jamais, vous le verrez, peut être maintenant considéré comme réaliste. Alors, pourquoi? Vous allez voir. On commence par les bioénergies. Alors, les bioénergies, là aussi, c'est toute la force de notre scénario et de nos membres, hein, de l'association, c'est qu'on a vraiment des entités spécialistes dans cette question de qu'est-ce que la ressource biomasse et quelles sont nos possibilités, quelles sont ses limites, quelle est sa, on va dire, sa cinématique. Enfin, c'est un terme un peu technique, mais vous avez notamment une entité qui est très présente dans Negawatt qui s'appelle Solagro et c'est vraiment très, très précieux parce qu'on voit qu'on a une approche nuancée. La sylviculture, elle doit être dynamique mais non intensive et le scénario est compatible avec. C'est tout simplement qu'on a une logique d'utilisation raisonnée de la croissance finalement qu'on connaît tous, hein, et dans la région Grand Est, on est exactement dans cette dynamique. La forêt croît, mais c'est tout simplement que pour ne pas la dilapider et même la rendre néfaste à notre poids carbone, elle doit être utilisée de manière dynamique. Donc, vous voyez ici dans le scénario une logique finalement d'augmentation du volume de bois utilisé, mais avec une répartition un peu qui évolue, et puis un plafonnement de l'usage, vous voyez ici, entre 2030 et 2050. Voilà. C'est vraiment, je pense, le message à retenir. Ce n'est pas vraiment de massivement valoriser toute la croissance parce que c'est tuer un gisement de piège carbone. Vous avez ici la déclinaison au sein du scénario Negawatt avec, vous voyez, une croissance relativement importante justement pour très rapidement être capable de fabriquer de la chaleur renouvelable, mais ensuite un palier qu'on atteint et un rythme de croisière avec une très bonne répartition entre le bois énergie, les produits dérivés du bois et le bois énergie issu de l'agroforesterie et des arbres hors forêt. Voilà, donc on est dans la nuance. C'est ça, je pense qu'il faut vraiment avoir comme message. Le biogaz, bien sûr, qui fait une grosse partie du chemin, parce que le biogaz, on le voit, hein, il commence vraiment à être de plus en plus présent, à être considéré comme une solution vraiment pragmatiquement réaliste et qui permet quand même de faire une bonne partie du chemin de la production de gaz et de biogaz. Voilà. Donc, on voit qu'on a une explosion des cultures intermédiaires dans le scénario, mais quand même, malgré tout, la présence, toujours, un palier relativement intéressant, des biodéchets qui va bien sûr se stabiliser, puisque bien sûr, ce gisement ne va pas, heureusement, continuer à croître. Voilà. Donc, maintenant, on passe sur mon domaine de prédilection, que sont les énergies renouvelables électriques. Et là, je vais vous présenter un graphe quand même qui moi, qui est quand même assez édifiant, c'est le développement des énergies renouvelables non hydrauliques par rapport au nucléaire à l'échelle internationale. Et vous voyez que en fait, c'est quand même monstrueusement édifiant ou révélateur. Alors certes, on pourra me mettre comme argument que la courbe verte a été fortement aidée par de l'argent public. Mais globalement, c'est quand même implacable que les renouvelables constituent vraiment des solutions techniques qui ont une dynamique de croissance qui est très, très intéressante par rapport à d'autres solutions. Également, et là aussi, c'est un graphe sur lequel je ne vais pas trop m'apesantir, mais qui montre tout simplement le coût actuel, vous voyez, entre 2019 et 2023, du mégawattheure éolien par rapport, on va dire, à la production, on va dire, espérée, parce qu'en fait, on a encore quelques incertitudes sur le mégawattheure de l'EPR qu'on peut considérer comme un des
futurs les plus récents à Hinkley Point au Royaume-Uni. Donc, on voit qu'on est à 90 € du mégawattheure et on voit que sur les EU Tender Clearing Prices, on est à moitié moins. Donc, voilà, c'est juste pour resituer un petit peu les ordres de grandeur. Et quand on compare encore à nouveau avec d'autres éléments, on retrouve un petit peu ce facteur quand même qui questionne quand même fortement. Sachant qu'ici, on s'intéresse quand même à une énergie qui a une capacité de production qui est quand même relativement intéressante et on va le voir après sur les… Donc, ce n'est pas une toute petite partie aussi du chemin de la production d'énergie en France. Alors, le vent dans le scénario, donc c'est avant tout de le développer de manière raisonnée, un peu comme la biomasse, sans exagérer et en utilisant les atouts technologiques qu'on a, notamment la fameuse révolution silencieuse, on va le voir, mais c'est justement d'éviter aussi de mal le développer. Et c'est également de faire appel à des technologies qui maintenant sont absolument matures, elles sont maîtrisantes, elles ont été testées par nos voisins en mer du Nord et dans les pays plus au nord de l'Europe pour arriver à, vous voyez ici, finalement une croissance de l'éolien terrestre qui va être importante, si on se situe par rapport à 2020, mais qui ne va pas être non plus exponentielle. Là aussi, vous vous sentez, j'espère, le fait qu'on ne doit absolument pas mettre tous nos œufs dans le même panier et avoir une acceptabilité. C'est un terme qui est très important. Dans ma filière qui est le solaire, on ne la vit pas encore, mais on va la vivre de plus en plus. L'acceptabilité dans les territoires, c'est un des piliers également des paris que font les négawatts dans leur scénario. On va multiplier par 2 malgré tout les éoliennes terrestres par rapport à 2021, mais on va également installer une quantité relativement importante d'éoliens posés en mer et flottant en mer. On enchaîne sur le solaire. Le solaire qui est, je le rappelle quand même, l'idéal ou le très, très, très bon complémentaire à l'éolien dans nos belles régions, notamment continentale, qui est la vôtre ou celle où j'habite. J'ai oublié de vous dire, je réside sur Lyon. Parce que, en général, dans un climat continental, quand il n'y a pas de soleil, il y a souvent du vent au niveau saisonnier et l'inverse est vrai également. Donc, le photovoltaïque et le solaire en général, puisque vous voyez qu'en haut à droite, il n'y a pas que du solaire photovoltaïque dans notre scénario. On a des panneaux solaires qui produisent de l'eau chaude, c'est très important, même si ce ne sera pas du tout la même proportion. On voit que on est un petit peu ce qu'on appelle le game changer dans le jargon international. On est un peu le révolutionnaire, le photovoltaïque. Depuis 2010, on a une rupture radicale de notre courbe d'apprentissage. On a des coûts qui ont été divisés par 10. On a des rendements qui augmentent de 0,5% par an. Donc, c'est assez gigantesque puisque les rendements s'améliorent. Et donc, au final, on a une technologie qui est extrêmement prometteuse et qui a aussi l'avantage d'être faiblement intrusive. Donc, elle va pouvoir s'installer dans vraiment beaucoup d'applications. Ça permet d'être relativement également ambitieux. On envisage 180 TWh, donc c'est-à-dire bien au bas mot, plus de 150 gigawatts à 2050, qui permettent, vous voyez ici, d'être déployés sur une grande quantité de supports. Et ça, c'est aussi très important. Il n'y aura pas du tout que du parc au sol. C'est vraiment une grande revendication des négawatts renforcée par le réseau du clair, par un certain nombre d'acteurs. J'ai l'avantage d'être aussi membre du syndicat Aura Digital Solaire autour de Lyon, en Auvergne-Rhône-Alpes. Et on a également ce discours, c'est-à-dire qu'une partie du chemin sera fait par les parcs au sol, mais il y aura une proportion importante dans les territoires pour les habitants, sur leur toiture et sur vous voyez, des supports de toiture un peu inattendus jusqu'à présent. On voit que les toitures est-ouest vont jouer un rôle qui sera plus que significatif. Donc, ça offre un énorme potentiel. Et bien entendu, je conclurai là-dessus. Dans les parcs au sol, c'est bien dans une logique où on limitera le potentiel parce que éviter la concurrence avec les usages agricoles. Voilà, la fin des énergies fossiles et du renouvelable, du nucléaire. Je vais passer assez vite, je pense, parce que le temps passe. Bien sûr, c'est la fin du recours aux fossiles.
avec en fait une sortie progressive, un talon d'usage non énergétique et puis l'absence de pic temporaire lié à la transition. C'est vraiment l'idée que voilà, on soit sur quelque chose d'acceptable. Le parc nucléaire, la logique du scénario, c'est de dire qu'on a un parc qui a été construit en peu de temps, qu'on a un effet falaise, mais qu'on ne va pas l'arrêter tout de suite, qu'on ne peut pas, bien sûr, mais qu'on va vraiment essayer d'avoir une logique vraiment de lissage pour avoir une logique qu'on prolonge au maximum l'existant de manière cohérente avec leur potentiel technique, enfin leur possibilité technique, et vous voyez, avec un effet de rampe décroissante pour qu'à 2045, en fait, on n'ait aucune prolongation au-delà de 50 ans. Voilà. Et bien entendu, c'est assez compliqué en ce moment de le rendre audible et de le soutenir, mais l'absence de construction d'EPR. Alors, quand on vient maintenant, j'en terminerai avec le bilan et les résultats. J'espère que je suis encore pas trop long. Au niveau bilan d'énergie, on voit qu'on a, on vient sur notre scénario, on voit qu'on a une part relativement importante de notre énergie qui sera fournie par le renouvelable. On a une répartition qui se fait de manière très uniformément répartie entre, vous le voyez, les épaisseurs finalement des apports de chaque énergie. Le plus important étant l'éolien avec 300 TWh, mais le photovoltaïque en apporte 160. Comme je l'ai cité, la partie géothermie de surface, entre autres, va en amener 75. Donc, vous voyez qu'on sera en térawattheure et c'est très important, quasiment juste à moitié de l'alimentation par le photovoltaïque. Vous voyez que c'est des choses à souligner. Les usages ne seront pas les mêmes, ce sera éventuellement moins visible, mais chacun fera sa part. C'est en tout petit, mais on a quand même estimé que le solaire thermique permettrait, par exemple, d'apporter 2 TWh. Voilà. Donc, il ne sera pas absent de l'ensemble. Quand on convertit tout ça, et je pense que ce sera plus visuel pour vous, voilà un peu l'évolution de notre consommation d'énergie, à la fois sur les 3 domaines principaux qui nous entourent, le résidentiel tertiaire, donc le bâtiment, les transports et l'industrie. Et vous voyez que, fatalement, le vert ne fera pas tout. Voilà. Il n'y a aucun sous-entendu quand je dis ça, c'est que la production renouvelable n'est pas la solution. On le voit, elle n'est pas réaliste si elle est seule. Donc, on voit que on demande des efforts de sobriété plus ou moins importants face au réalisme des conditions de chacun des secteurs, notamment dans le bâtiment, c'est vraiment compliqué de faire massivement des efforts de sobriété. Il y en a beaucoup, mais leur bras de levier est quand même moins fort. On voit qu'on va beaucoup jouer sur l'efficacité et les renouvelables, alors que, et j'ai vraiment insisté tout à l'heure, le transport, lui, clairement, a des grosses marges dans sa part de sobriété. Voilà. Et au final, vous voyez que c'est assez magique, mais c'est réaliste. On a la fameuse courbe marron qui arrive à une valeur de l'ordre de 0 dans les 3 domaines. Voilà. Donc, c'est possible, c'est réaliste. Et ça nous donne en fait cette évolution des vecteurs énergétiques. 2019, vous voyez, on est sur des éléments qui sont quand même basés sur une grosse partie de combustible et de carburant liquide. On voit que, en fait, on rebat les cartes. L'électricité, bien entendu, prenant une part de plus en plus importante. Pourquoi? Parce qu'elle est plus efficace globalement en termes de rendement de conversion et qu'elle peut être générée par des renouvelables. Et quand maintenant on s'intéresse au mix énergétique et électrique, à 2050, on voit qu'on a une vraie marguerite, une vraie répartition, et c'est un peu, j'ai envie de dire, presque une pré-conclusion du scénario. C'est que, en fait, l'avenir et la réalisation de notre scénario est basé sur le mix des différentes énergies renouvelables pour qu'elles soient toutes acceptables ensemble. Voilà. Donc, quand on s'intéresse au mix électrique, c'est pareil. Vous voyez, on a une partie qui va être fournie par le vent, une partie par le soleil direct et une partie par par l'hydraulique. Mais encore une fois, on est assez bien équilibré.
Sur les effets de serre, la logique, hein, bien entendu, c'est de diviser par 9 les émissions territoriales. Et puis, de jouer justement sur notre capacité de puits carbone pour, on va dire, faire le gap et atteindre la neutralité carbone en 2047. Puisque tout scénario réaliste ne peut vraisemblablement pas s'appuyer sur une mise à zéro des émissions brutes. On vit, on a besoin encore quand même de consommer et de produire du CO2. Donc, c'est pour ça qu'on préserve une partie de notre forêt, entre autres. Voilà, l'empreinte carbone, je pense que je vais passer assez vite là-dessus. Ça cumule les émissions et c'est le solde importateur en tenant compte des produits agricoles, de l'énergie importée, des transports de marchandises. Et c'est un mode de calcul qui est basé sur des flux physiques et le contenu carbone de production des pays qui exportent vers la France. Donc, c'est assez bien fait dans notre scénario et on essaye vraiment de ne pas être autoportant sur on va dire, sur la France en tant que telle toute seule. Voilà, et avec notre scénario, comme je l'ai un peu déjà indiqué, on atteint la neutralité carbone, même en considérant le pays France au sein de l'international. En termes d'impact socio-économique et de la santé, on a un contenu en emploi qui, vous voyez, en fait, va évoluer avec des plus et des moins, mais la logique, c'est que vraiment, les secteurs sur lesquels, bien entendu, il y aura une baisse d'activité et donc un tarissement des emplois soient contrebalancés par d'autres secteurs. Et ça, c'est vraiment un point qui est très important. Vous voyez qu'on a globalement des perspectives de changement de l'employabilité qui vont être très, très intéressantes. En conclusion de ce scénario, ce qu'il faut retenir, je pense, et j'espère que j'ai bien transmis le message, c'est que on n'est pas dans l'incantation, on n'est pas dans des hypothèses farfelues. On est sur un chemin qui est possible vers une société qui est plus respectueuse, qui est réaliste et qui essaye de chercher des solutions face à l'urgence. Et du coup, c'est de trouver le bon compromis entre transition technologique, sociétale, qui soit à la fois possible et progressive. Voilà. Donc, le maître mot, c'est qu'une fois qu'on a dit ça, j'ai emprunté 1 heure de votre existence pour vous présenter ça, c'est d'agir maintenant, au plus vite. Et on voit qu'on a plein de possibilités de le faire. Donc, bien entendu, tout ça peut être complété. Vous avez des milliers de pages totalement publiques, disponibles, gratuites sur le site Négawatt, où on a la synthèse du scénario, le rapport complet. On s'est beaucoup amélioré un peu sur le modèle de l'AIE. On fait maintenant des jolies présentations avec des graphes dynamiques. Et puis, un replay des différentes présentations, et notamment de celle-là, mais qui n'est qu'un témoignage de ma part, une interprétation. Mais le scénario a été présenté par ces experts scénaristes il y a quelques mois. On a également un point d'attention sur, et j'en l'ai cité à un moment donné, on a des fiches qui sont super intéressantes, qui sont très pratiques et qui permettent de répondre aux idées reçues. Ça s'appelle « Décrypter l'énergie ». Voilà. Et donc, bien entendu, je terminerai là-dessus. Soutenez Négawatt, soit vous adhérez, soit vous faites un don, soit vous en parlez autour de vous, soit tout simplement, vous y pensez, puis vous en parlez dès que possible. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je vais peut-être couper mon partage. Alors, pour cela, hop. Merci beaucoup, M. Meunier. On va pouvoir passer au temps d'échange. Merci pour l'exposé très complet et super intéressant du scénario Négawatt. J'ai vu qu'il y avait eu quelques questions qui étaient posées soit dans l'onglet discussion, soit dans questions et réponses. Donc, on va passer un peu de temps avec notre trentaine de participants pour vous poser des questions. Est-ce que Richard, je te laisse commencer avec une première question que tu as vue passer? Oui, ça marche. Je vais prendre les quelques questions justement qui ont été posées durant le webinaire et puis aussi avant, puisqu'on est dans le formulaire, on avait proposé aussi de poser des questions. Donc,
La question, c'est, je crois que le nouveau ministre encourage les projets énergie renouvelable hybride qui incluent hydrogène. Ça m'intéresserait que vous approfondissiez le sujet hydrogène hybride avec PV et éolien. Vous dites que la technologie n'est pas assez sûre. Alors tout à l'heure, vous avez dit qu'elle n'était pas assez mûre, pas assez. Vous n'avez Ah, pas dit qu'elle voilà, n'était pas assez sûre. Mais si vous pouvez donc exactement. compléter cette question de l'hydrogène plus PV éolien, quoi. Oui, alors, euh, là, c'est vraiment mon regard d'expertise, en fait, originaire du solaire, notamment en photovoltaïque, qui vous répond, et notamment en relation directe avec l'Agence internationale de l'énergie. En fait, dans beaucoup de pays du monde, il y a à peu près quelques mois, quelques temps, quelques années, en fait, l'hydrogène a été mis en avant de manière très, très forte parce que c'était également un moyen d'essayer de trouver une solution assez rapide pour maintenir un mix énergétique relativement traditionnel. Donc, on va dire, encore une fois, créer du stock. Voilà, pour faire très simple. Là, je reste assez général, hein. Et donc, il y a eu une bulle. Et les professionnels de l'hydrogène sont à peu près tous conscients, je ne sais pas s'il y en a qui sont parmi nous aujourd'hui, que en fait, c'est une technologie qui a encore beaucoup de chemin à faire. Non pas dans les concepts techniques, c'est-à-dire que voilà, on sait fabriquer de l'hydrogène, mais plutôt dans sa massification. C'est très compliqué quand on compare l'utilisation d'une source renouvelable initiale par rapport à un usage final, et notamment, je ferai un focus sur les transports, on est encore très, très loin du chemin. Et donc, c'est là où le scénario Négawatt, je pense, a toute sa force, c'est qu'il ne cède pas, on va dire, à l'engouement. Il est basé sur des scénaristes dont certains, même conseillers, bossent pour des boîtes qui développent des projets hydrogène et qui ont, et je pense de manière très raisonnable, indiqué que cette technologie ne doit pas phagocyter tous les espoirs. Voilà, je cite. Et donc, son couplage avec notamment l'hybridation, quand on dit hybridation, c'est fabriquer de l'hydrogène vert à partir de sources éoliennes ou photovoltaïques, ont été avant tout fléchés dans le scénario et même de manière générale à l'échelle internationale quand on est un peu sérieux, sur des usages qui sont déjà absolument comment dire, prioritaires et déjà, d'ores et déjà rentables à 10 ans. C'est l'usage industrie, c'est de fabriquer de l'hydrogène vert pour un usage d'hydrogène industriel. Là, c'est des choses qui sont très concrètes, qui vont participer. Ensuite, on l'a vu dans le scénario, les transports viennent dans un deuxième temps, mais pas avant, de manière un petit peu significative, avant 2030. Parce que, encore une fois, votre véhicule, qui vous fera parcourir quelques centaines de kilomètres par semaine, aura vraiment beaucoup de mal à se justifier s'il il fonctionne avec de l'hydrogène. Donc voilà, c'est vraiment une hiérarchisation. J'espère que je vous convainc en partie qu'il y a toujours plusieurs lectures au-delà d'une incantation politique à court terme. C'est très bien. Et par contre, ça n'empêche pas que, à l'échelle de l'innovation, des travaux dans votre belle région, en fait, on continue à travailler sur l'hydrogène. Ce n'est pas du tout antagoniste, mais c'est peut-être de la prioriser sur des usages intéressants et ne pas cesser d'innover et d'encore innover. Ça marche justement, donc on comprend bien qu'il y a besoin encore de recherche et de priorisation. Mais est-ce que l'hydrogène, c'est la fausse bonne idée en fait qui ferait consommer plus d'énergie que Non, ce que ça pourrait en produire avec des mauvais rendements, des choses comme ça? voilà, c'est pas la fausse Et- bonne idée, loin de là. C'est juste que c'est l'excellente idée qui doit être adaptée aux bons usages et à sa bonne utilisation. Ça marche. Vous avez vu, j'ai vraiment essayé dans mon scénario d'être toujours dans la nuance et dans le mix. Et c'est vraiment ça qui est fondamental. Et je vous sentais peut-être poindre que la grosse politique massive vers l'hydrogène, c'était une façon de dire, vous inquiétez pas, on est quelques grosses entreprises françaises, voire internationales, on va prendre les choses en main et on va vous proposer des choses assez énormes et qui permettent de résoudre toutes vos questions. Et Ouais, c'est ça marche. surtout pas là que doit aller notre avenir énergétique. Ok, ça marche. Bah, merci bien pour cette réponse sur le cellulaire hydrogène. Autre question, il y a eu beaucoup de questions sur le solaire thermique, donc je peux résumer avec quelle place du solaire thermique en individuel et collectif, si Oui. vous avez peut-être des précisions Ah là, à bah, ce sujet. c'est mon cœur, c'est tout le début de ma carrière, les 10 premières années, donc des années 2000, j'ai essentiellement travaillé sur le solaire thermique chez Texol. Et donc forcément, voilà, vous connaissez tous que le boom du photovoltaïque a fait que nos métiers ont évolué dans le solaire en général, mais n'oublions jamais que les pionniers du solaire étaient des thermiciens, en France notamment dans les années 80. Ben non, mais c'est juste le solaire thermique et je pense que vous êtes assez bien placé par rapport à d'autres régions de France pour connaître
que quand on doit faire de l'eau chaude sanitaire, du préchauffage d'eau chaude, que ce soit dans l'individu ou dans le collectif, qu'on a des usages réguliers importants, eh ben, en fait, c'est évident. C'est évident parce que c'est l'utilisation à peu près d'un tiers de la surface nécessaire pour faire la même quantité d'énergie de manière directe par rapport au photovoltaïque, que c'est une technologie qui est absolument vertueuse au niveau environnemental. En gros, c'est un gros tas d'aluminium, de verre et de cuivre, donc absolument totalement recyclable. Et c'est même aussi, vous avez une belle pépite qui se trouve à Folquemont, qui produit quasiment 3 fois la consommation française de panneaux solaires. Vous avez une usine. Et donc, ça, c'est quand même quelque chose absolument à conserver. Et donc, les 2 TWh, c'est ça. C'est que dans le scénario négawatt, on n'abandonne surtout pas le solaire thermique. Mais il est sanctuarisé, et je pense que c'est vraiment le mot, dans des usages dans lesquels il est le meilleur. C'est-à-dire, avant tout, soit faire du chauffage quand on a une saison de chauffage importante, soit faire du préchauffage d'eau chaude sanitaire. D'accord, très bien, merci pour la réponse sur le solaire thermique. Ensuite, il y avait des questions sur le biogaz. Quand vous présentiez justement la méthanisation, et il y avait le graphique en 3 parties avec la provenance des déchets pour le biogaz. La question était donc, est-ce que le biogaz est aussi issu de déchets industriels? Oui, pour partie. Et c'est une grosse partie? justement, voilà. Après la proportion, je ne l'ai pas exactement, donc je vous invite vraiment à aller voir dans le scénario, vraiment sur le site de Négawatt. Mais en fait, l'idée, c'est vraiment que dans ce sourcing du gisement, en fait, on aille vraiment rechercher au maximum tous les fragments, tous les secteurs. Et notamment, vous avez peut-être aperçu dans la partie source d'énergie liée à l'industrie, on avait une valeur non négligeable sur à la fois le recyclable et la valorisation énergétique des déchets. Donc oui, je confirme. Il y avait aussi une petite remarque après sur quand vous proposiez justement les énergies renouvelables qui avaient explosé. Et vous avez dit qu'il y a une courbe qui augmente vraiment parce qu'il y a eu beaucoup d'argent public qui a été mis en place. Et puis il y a eu quelques réactions, je pense, dans le Oui, chat et aussi les oui. gens devant leurs écrans qui ont dû se dire, mais dans le nucléaire aussi, il y avait eu l'argent public. Donc finalement, ce n'était pas forcément un argument à avancer pour les énergies renouvelables. Oui. Alors, Un contre-argument pour les énergies renouvelables. Alors, je module ça parce que vraiment, quand je donnais cette explication, j'avais un graphe devant moi qui était international. C'était le monde. Et dans le monde, il faut être un petit peu lucide. La France est vraiment un ovni par rapport à ça. Il y a eu une grosse baisse de l'investissement dans le nucléaire à l'échelle mondiale, alors qu'à l'inverse, les renouvelables ont été massivement accompagnés. Mais c'est absolument génial parce que pourquoi le photovoltaïque a divisé ses coûts par 10 depuis 10 ans? C'est tout simplement qu'on doit remercier. Alors, vous allez voir, a priori, ça peut paraître bizarre, mais en réfléchissant, c'est très logique. C'est grâce en grande partie à nos amis chinois. Pourquoi? Parce que dans les années 2000, le gouvernement chinois a massivement investi dans le photovoltaïque. Alors, on a les conséquences maintenant qu'on mérite, parce qu'on n'a pas fait la même chose. On l'a fait, nous, à travers des mécanismes incitatifs. On a aidé au kilowattheure. Mais globalement, à l'échelle mondiale, chacun a beaucoup mis d'argent dans les renouvelables. Et c'est pour ça qu'ils sont compétitifs maintenant. Et donc, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Voilà, pour expliquer. Ouais, très bien, c'est bien d'avoir précisé justement parce que je pense que beaucoup de personnes devant leur écran ont dû se dire qu'est-ce qui se passe là, et c'est bien de remettre au niveau mondial. Le scénario négawatt peut s'appliquer aussi au niveau mondial. Et donc, il y a d'autres questions encore. Quelles actions prioritaires au niveau européen, national et territorial? Donc, forcément, sans trop d'explications, est-ce que vous avez là 3-4 actions concrètes vraiment à mettre en place? Si on entend beaucoup en ce moment, donc il faut rénover les maisons individuelles et que c'est ça la priorité. Est-ce que vous avez des exemples? À l'échelle internationale, c'est quelque chose d'assez symbolique. Vous l'avez peut-être entendu au niveau médiatique, mais pour la première fois depuis l'origine des temps, le terme, alors c'est de l'anglais, mais sufficiency, a été cité, décrit, appuyé lors du dernier rapport du GIEC. Alors, ça peut vous paraître anecdotique, mais sufficiency en anglais, ça veut dire sobriété. C'est le terme anglais. Et en fait, c'est déjà un premier pas. À l'échelle internationale, là où la France, on était un petit peu en avance parce que Négawatt poussait, alors c'est pas encore trop, mais accepté, où on voit qu'il y a encore un gros chemin à faire, mais à l'échelle internationale, il y a une vraie logique. Et avec le conflit en Ukraine, on a vraiment cette prise de conscience. Donc, on pense qu'il va y avoir un élan vers une sobriété internationale, surtout européenne, ce qui, voilà, c'est déjà une première chose.
Maintenant, si vous voulez un exemple à l'échelle européenne, vraiment de grandes initiatives, en photovoltaïque, vous avez peut-être entendu, mais au niveau des renouvelables, il y a une initiative qui s'appelle Repower EU, qui est axée sur plutôt la partie électrique, mais qui, au niveau européen, et c'est quand même assez fondamental, propose que dans chaque pays de l'Union, on rende obligatoire à 2026, alors je ne sais pas si vous l'avez vu passer, mais qu'à chaque rénovation de toiture ou de bâtiment de plus de 250 mètres carrés, donc beaucoup de nos bâtiments, en fait, on met en place du solaire ou un équivalent renouvelable, voilà, ou de la végétalisation. Donc, c'est typiquement le genre de mesure ultra volontariste à l'échelle européenne qu'on espère la France va relayer sans poser de problème, parce que c'est absolument génial. Et enfin, au niveau national, les initiatives qui me paraissent ultra sympas, ultra géniales, voilà, ça vient du cœur, mais c'est ce qui a été présenté avant que j'intervienne. Et là, je parle aussi de domaines que je connais. Dans le solaire, en fait, le relais citoyen dans l'investissement et même dans la prise de participation ou même dans la genèse est absolument fondamental. Il me semble que si on veut que le scénario négawatt fleurisse, chaque citoyen doit toucher du doigt ce qu'il peut faire et doit sentir ce qu'il peut faire. Et surtout, vous allez voir, c'est très pragmatique, c'est qu'il ait un intérêt, au-delà simplement de penser que ça va être utile, c'est qu'il a un intérêt même économique, puisqu'on n'est pas tous philanthropes. Et donc, ces démarches, très pratiquement, sont absolument fondamentales. Et je compléterai ça par aussi l'aspect volontariste des communes, des collectivités, puisqu'elles vont permettre d'avoir un bras de levier immédiat. Je vous prends un exemple très simple. Avec mon bureau d'études, on est en train de développer la solarisation de certaines collectivités. Et on voit très bien qu'il y a pas mal de bâtiments pour lesquels le relais citoyen n'est pas possible parce que ce n'est pas assez intéressant économiquement pour l'instant. Et donc, c'est aussi la collectivité qui peut être pionnière et dire on fait un pari sur l'avenir, notamment dans les logiques d'autoconso collectif. Je ne vais pas trop m'apesantir là-dessus, mais c'est aussi ça, des actions concrètes. C'est que sans attendre l'obligation qui va poindre un de ces jours d'équiper en rénovation, de rénover et d'équiper en énergie renouvelable tous les bâtiments publics, c'est de faire preuve d'esprit pionnier, puis d'y aller en premier pour montrer l'exemple. C'est ça justement, si on résume un peu les trois actions que vous dites, donc sobriété ou alors motivation citoyenne, motivation des collectivités, finalement l'action prioritaire c'est de se motiver alors. Ce n'est pas une solution technique à proposer. C'est que moi je suis un peu gêné pour vous donner une solution technique. C'est bien là, j'ai vraiment, pendant 1 heure, j'ai essayé vraiment de montrer que c'était un panel. Donc ça va être, bien entendu, on le voit que dans le pilier du scénario, on insiste très lourdement sur la rénovation efficace et massive du parc de logement. Voilà, ça c'est très très concret. Mais ce n'est pas de changer que les fenêtres. Ça passe par plein d'actions. Donc, vous voyez que c'est très réducteur de dire voilà une action technique à mener. Mais alors, est-ce que l'action prioritaire, ce ne serait pas des actions d'obligation? Malheureusement, non. Parce qu'on peut obliger à quelque chose uniquement quand une filière est prête à le faire. Et je vous prendrai encore un exemple que je connais très bien parce que, pareil, c'est mes origines culturelles. En 2003, à Barcelone, on a obligé de mettre des chauffe-eau solaires sur toute la ville. C'est obligatoire. Et en fait, la filière n'était pas prête et conséquence, les résultats ont été mi-figue, mi-raisin. On a eu beaucoup de contre-références. Et donc, d'obliger en France, par exemple, la rénovation massive brutalement, sans mettre en place à côté de ça des mécanismes de financement, ça risque d'être compliqué. L'idéal, c'est vraiment de rendre obligatoire en mettant en face une politique publique. Voilà. Donc, ça s'applique à la rénovation des bâtiments, mais ça s'applique aussi à la mise en place, au déploiement d'énergie renouvelable, de quelque sorte qu'elle soit. Ça, je pense que ça répond très bien à la question, justement. Merci. Il y avait encore une ou deux questions là. Quel outil de sensibilisation pour le grand public ont fait leurs preuves? Est-ce que vous avez comme ça en tête un outil ludique ou un outil de sensibilisation qui aurait fait les preuves et que vous voulez en donner en exemple aux participants?
Autrement, je leur demande de contacter Non. Alteradas Énergie, la LE et puis Lorraine Ouais, Renouvelable, oui, qui sont un peu non, la non. spécialité des trois La P- associations, hein, les outils de sensibilisation grand voilà. public. Pour moi, la pédagogie, ça commence par l'école. J'interviens souvent dans les collèges, lycées, écoles d'ingénieurs. Euh, il y a un acteur important du monde de l'énergie en France, dont les initiales s'appellent JMJ. Voilà, donc je ne l'ai pas cité, j'aime pas trop, mais qui est quand même l'incarnation que quand on explique, on peut avoir un effet de levier important. Donc, on adhère plus ou moins ou pas à ce qu'il dit, mais on voit que c'est quand même de parler dans le milieu éducatif, ça aide beaucoup. Donc, ça, c'est une première chose qui me paraît, c'est en fait former les gens dès qu'ils sont jeunes, depuis qu'ils sont jeunes plutôt. Et puis ensuite, c'est de surtout, et Negawatt est assez prêt à le faire et fait le maximum, c'est de montrer que c'est à portée de tous. Donc là, je pense que vos entités ils sont des très bons ambassadeurs et le font bien. C'est qu'en fait, c'est pas que des idées, c'est pas que des choses de Paris, c'est pas que des PowerPoint, vous voyez. C'est aussi, en fait, que à l'échelle de chacun, on est tout à fait capable de faire une part du trajet et de s'impliquer soi-même à travers ses actions personnelles. Oui, parfait. Donc, justement, il y a, je rebondis en disant que la LE08, Lorraine Renouvelable et Alteradas Énergie interviennent dans les écoles, hein, donc en Alsace, en Champagne-Ardenne, en Lorraine. Donc, n'hésitez pas justement à nous demander. On a plein d'outils justement à destination des publics, que ce soit dans les écoles ou pour le grand public. Ouais. Mais du coup, j'ai une question pour vous dans ce cadre-là. Allez-y. Est-ce que vous intervenez parce qu'un enseignant vous demande? Donc, en général, cet enseignant est très souvent déjà à moitié convaincu, il a déjà même éventuellement parlé aux élèves, ou est-ce que c'est quasiment systématique et que même des enseignants qui ne sont pas forcément convaincus vous font venir quand même parce que c'est tellement connu, tellement massif qu'il n'y a plus la question? Parce que pour moi, c'est ça l'effet, c'est ça le changement d'échelle. C'est quand on ne se posera même plus la question, est-ce que j'ai envie, est-ce que j'ai cette fibre? C'est en gros tous les élèves, tous les enfants, ça fait partie de leur cursus, mais de base. Voilà. C'est vers ça qu'on tend, dans le sens où les programmes justement d'éducation à l'environnement sont adaptés aux programmes scolaires pour certains types de publics. Pour le grand public, on arrive justement là en ce moment avec justement les défis déclic ou le Géclair ou les projets citoyens à toucher des gens qui n'ont pas cette fibre environnementale. Mais pour les enseignants, je ne saurais pas répondre moi directement, mais j'ai effectivement l'impression que c'est plutôt des enseignants qui demandent à avoir cette animation-là plutôt que des enseignants qui… Il y a quelques-uns qui la subissent, puisque dans le cadre de l'accompagnement des collectivités dans la réduction des consommations, ça passe aussi par des interventions dans les écoles ou dans les bâtiments publics. Donc, des fois, ils ont l'information et après, ils sont très contents de l'avoir. Mais de là à dire que c'est une personne qui n'est pas intéressée, qui demande, on n'est peut-être pas encore à ce niveau-là dans la partie enseignement, quoi. Oui, si je peux compléter le propos de Allez-y. Richard. Donc nous, sur la Lorraine, ce qu'on constate, c'est qu'à différentes échelles, effectivement, on a différentes réactions. Par exemple, à l'échelle des écoles, comme c'est en lien étroit avec les communes, si c'est une volonté des élus de mettre en place un programme de sensibilisation, l'instituteur, voilà, il prend acte de la décision et il nous reçoit dans sa classe. Donc, j'allais dire, il n'y a pas de débat à ce niveau-là. Par contre, effectivement, quand on monte niveau collège, niveau lycée, où là, les enseignants ont plus d'autonomie dans ce qu'ils peuvent prévoir comme sortie ou comme intervenant, là, on a vraiment deux profils, quoi. On a ceux qui sont convaincus, il n'y a pas de débat, et puis on en a d'autres qui restent encore, je pense, sceptiques sur les discours, les messages qu'on fait passer, qui sont du même ordre que l'association Negawatt. Très bien. Il y avait une question que je vais répondre assez rapidement. C'est est-ce que vous avez des idées d'intervention pour la Semaine européenne développement durable en septembre à destination des habitants? Donc là, je vous invite justement encore une fois à retourner vers les différentes structures qui sont présentes ici, écrire un mail. On a tous organisé des événements avec des conférences, des célébrités, des pièces de théâtre et des conférences techniques. Donc ça, on pourra donner, parce que c'est très très riche là comme réponse. Pour aller vers une question, donc quelle est votre action, intervention auprès des pouvoirs publics pour mettre en place des changements? Comment les influencer et que pensez-vous de l'ouverture de nouvelles centrales nucléaires? Donc ça, on verra peut-être après. Mais en tout cas, quelle est votre action, intervention auprès des pouvoirs publics pour mettre en place ces changements et comment les influencer? C'est de leur parler, c'est de prendre le temps de leur décrire les choses. Et puis, c'est d'aller, on le voit, on le sent bien, c'est d'être le plus concret possible.
Donc, quand tout à l'heure, j'ai présenté la complémentarité, enfin, la valeur ajoutée qui a été faite entre 2017 et 2022 dans notre scénario, notamment avec Negamat et le scénario After, c'est vraiment ça. C'est que les collectivités voulaient on va dire des preuves, et notamment on revient toujours, je vais vous prendre l'exemple du poids carbone d'un panneau photovoltaïque, de la finitude des batteries, de plein de choses. Les collectivités étaient très attentives à ça, et donc dans notre action, ça a été d'apporter dans notre plaidoyer des preuves concrètes. Et ensuite, c'était aussi de pouvoir aussi mettre en place des actions. Que peuvent-elles faire? Qu'est-ce que ça va impliquer au niveau économique? Qu'est-ce que ça va impliquer au niveau de l'emploi dans leur territoire? Là-dessus aussi, on a pas mal de choses. Et Doremi, vous l'avez vu en introduction, bon, comme c'est une structure privée, je ne me suis pas appesanti dessus, mais c'était une réponse concrète justement vers les collectivités. C'est de leur dire, on crée aussi un réseau d'installateurs sur la maison individuelle, parce qu'on voit qu'à l'échelle des territoires, c'est absolument vital. Il ne faut pas que faire de l'incantation, mais également proposer des solutions. Et moi, à mon échelle personnelle, c'est même très, très bête. Je vais vous décrire quelque chose. Et c'est une vision d'optimisme. J'ai l'habitude de travailler avec des collectivités, et en ce moment, je travaille avec une communauté de communes qui, en fait, de manière surprenante, sans être militante, m'a demandé de regarder la solarisation de une dizaine de communes de la Comcom, une 60aine de bâtiments, de manière maintenant directe, massive. Qu'est-ce qu'on peut solariser? La logique étant aussi d'avoir une vraie rentabilité sur certains bâtiments qui sont un peu gros et qui sont des vrais consommateurs, enfin, où il y a une réalité, mais par contre aussi d'investir sur l'avenir, sur des bâtiments qui sont un petit peu moins évidents et qui, il y a quelques années, auraient été complètement délaissés. La logique étant, on veut absolument préparer l'avenir en étant nous-mêmes, on va dire, des bons producteurs d'énergie par rapport à nos consommations. Et ça aussi, c'est une action très, très concrète qui dépasse, j'ai envie de dire, uniquement les intérêts économiques. C'est vraiment un mouvement social. Et le solaire, et là, je suis content de travailler dans ce domaine parce qu'il est une réponse qui souvent permet également d'être bien placé dans un terme très important. Vous le manipulez déjà, vous allez le manipuler de plus en plus, qui va être l'acceptabilité. Parce qu'on voit que dans nos scénarios, on va changer les habitudes, on va changer la physionomie, on va mettre en place des moyens de production nouveaux, et donc ça va apparaître dans la vie des gens. Et donc, on doit être absolument très, très bien préparé pour être acceptable. Et justement, est-ce que vous pouvez dire un peu plus de mots sur l'éolien qui n'a pas justement le vent en poupe au niveau de l'actualité, et est-ce qu'on peut parler de l'acceptabilité de l'éolien? Est-ce que vous avez une solution miracle? Alors, il y a déjà la réponse dans la question. Non, il n'y a pas de solution miracle, mais il y a le fait que dans Negawatt, justement, on a des spécialistes de l'éolien qui ont très clairement compris que, notamment dans les grandes plaines de certains de vos départements, en fait, on va un peu se calmer. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas continuer à avoir une croissance telle qu'elle était existante ces dernières années, et qu'il va falloir trouver des autres supports, et que sans doute, alors sans m'avancer, dans certains de vos départements fortement éoliens, en fait, on va tout simplement faire croître la production éolienne uniquement par le levier du repowering. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le principe tous, mais c'est qu'en gros, on garde le mât et on fait appel à des éoliennes de nouvelle génération qui sont quasiment la même, identiques. Bon, il y a un petit peu des différences dimensionnelles, mais qui produisent beaucoup plus. Donc, il y a vraiment cette démarche de réfléchir. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans les diapos, on avait une part de l'éolien terrestre qui représentait qu'une grosse moitié, mais pas l'intégralité du gisement éolien de 2050. On va aller sur l'éolien flottant et l'éolien en mer. Très bien, donc pas l'acceptabilité éolienne, pas tout à fait de réponse, plus sur, comme vous avez dit, pas augmenter le nombre de mâts, mais rendre plus On ne performant pourra les mâts malheureusement jamais cacher une éolienne dans le paysage. Mais j'ai envie de vous dire, on n'a jamais voulu cacher un pylône de THT. Donc, il y a aussi, ça aussi, c'est important. Alors, peut-être que toute proportion gardée, c'est un problème générationnel également. Quand vous parlez à vos enfants,
la proportion de rejet de l'éolien brut est beaucoup moins importante parce que ce sont des personnes qui sont nées avec des éoliennes autour d'eux. Et donc, c'est quand même pas la même approche. Oui. Comme vous êtes né sans doute, alors ça dépend des générations, mais avec des pylônes de THT autour de vous. Donc, il y a ça aussi. Ouais, ça marche. C'est l'humain. Après, Heureusement. Géclair ou Générateur travaille justement aussi sur l'acceptabilité des énergies renouvelables. Donc, il y a aussi des réponses à trouver dans les réseaux locaux citoyens et associatifs, quoi. Une des réponses très simples, hein, c'est le Danemark et les pays, on va dire, d'Europe de l'Est, enfin d'Europe du Nord l'ont très bien compris. Une bonne partie de l'acceptabilité, c'est l'implication. Ce sont les coopératives éoliennes des années 90 qui ont permis au Danemark de faire une Ah oui. transition beaucoup plus paisible. Et une dernière question, est-ce que vous travaillez sur la séquestration des émissions de gaz à effet de serre ou des choses comme ça? Il n'y en a pas eu dans le scénario Négawatt, là. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur le stockage? Extrêmement peu, parce qu'en fait, c'est une solution technique qui enfin, à l'échelle où elle est présentée actuellement au niveau international, c'est vraiment même les grands scénaristes AIE ou d'autres n'y croient même pas. C'est extrêmement à la fois mobilisateur de capitaux, c'est assez dangereux, c'est compliqué, c'est pas maîtrisé. Donc, je pense qu'on le considère de manière quasi nulle ou très très faible. Vraiment, la séquestration de CO2, voilà, brute. Pour nous, la meilleure séquestration, c'est la reforestation. Oui, ça marche, merci. Et en dernière question, alors, si vous avez un message à faire passer ou une conclusion du scénario Négawatt vraiment à retenir pour que les élus, les citoyens, les entreprises qui écoutent là puissent diffuser voilà, une information, je sais pas, choc ou humoristique ou autre, qui puisse parler du scénario Négawatt et qu'on puisse s'y intéresser ensuite, qu'on le lise et puis qu'on regarde les différentes vidéos aussi. Un dernier message, une conclusion. Le message le plus important, c'est comme RTE l'a scénarisé, comme l'ADEME l'a scénarisé, le scénario Négawatt montre une batterie de solutions très réaliste et faisable pour arriver à limiter l'augmentation de température à 1,5 degré, tout simplement. Et si vous êtes moitié convaincu, et c'est peut-être le deuxième message que j'aurais passé, c'est vraiment regarder les choses de près. Et si vous êtes convaincu, essayez d'expliquer, prendre le temps autour de vous sur des personnes qui soit ignorent, soit ne sont pas convaincues, parce que c'est un travail de fourmi. Et souvent, dans notre entourage proche, on est entouré de gens qui nous ressemblent, et donc pour lequel, en fait, on a déjà fait les 3/4 du chemin. Et pour moi, le vrai, si c'est un combat ou au moins l'action, c'est d'essayer justement de parler tout ça à des personnes qui sont soit neutres, soit réticentes, soit hostiles. Parce que c'est là où vraiment on va pouvoir changer la société. Les faits sont là, le scénario est crédible. Je pense qu'il n'a plus besoin de montrer sa crédibilité. Maintenant, c'est juste un travail de conviction et d'action, bien sûr, derrière. Mais ça, avant d'agir, il faut convaincre. Très bien, merci. Merci beaucoup. Si Richard, on n'a plus de questions, je pense qu'on va pouvoir conclure sur ces quelques derniers mots. Merci beaucoup aux différents intervenants des 3 associations, à Monsieur Munier pour la présentation du scénario. Comme j'ai revu passer dans les messages, je vous rappelle que c'est enregistré et que ce sera diffusé. Je pense aussi que Monsieur Munier pourra nous transmettre son PowerPoint à côté de la vidéo si ça ne pose pas de souci. Bien sûr. Ici. Et donc, je vous souhaite une bonne après-midi. Merci beaucoup à tous les participants et aux intervenants. Et puis, on se donne rendez-vous dans les jours et mois qui viennent pour toujours continuer notre travail au quotidien sur les territoires. Parfait. À très Merci. bientôt à tous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.